parlons maintenant des utilisateurs et des groupes qu'on a déjà évoqués précédemment, notamment sur la gestion des droits sous Linux. On va d'abord s'occuper des utilisateurs. Donc la liste des utilisateurs se trouve dans deux fichiers. ETC password, enfin on l'appelle ETC password, il s'écrit ETC passwd et ETC shadow. Donc je l'appellerai ETC password la plupart du temps. Historiquement, donc la liste des fichiers était dans le seul fichier ETC password. Et ce fichier, comme il est en lecture pour tout le monde, on va voir pourquoi un petit peu plus tard il est en lecture pour tout le monde, mais les mots de passe, même codés, étaient finalement accessibles à tout le monde, et ça posait un problème de sécurité. Puisqu'il est lisible par tous, quelle solution a-t-on pour sécuriser le fichier ETC password ? Eh bien, la solution, c'est de déporter le stockage des mots de passe dans un autre fichier, c'est le ETC shadow qui sert notamment à ça. Voici un exemple de fichier ETC password, et sa structure, c'est des champs séparés par des deux points. Certains champs peuvent être vides, ou contenir certains caractères, comme le deuxième champ, qui est l'ancienne zone de mot de passe, qui maintenant a systématiquement un petit X dedans. Le premier champ est donc le login, le deuxième, l'ancienne zone de password qu'on a gardée pour des raisons de compatibilité, mais il n'y a rien dedans d'intéressant, il y a un petit X, c'est tout. Le troisième champ, c'est le user ID, ou aussi appelé UID. Le quatrième, c'est le groupe ID, GID. Le cinquième, c'est le champ GECOS. Alors, GECOS, ce sont des informations concernant l'utilisateur. Assez souvent, ce champ est vide. Historiquement, GECOS était une entreprise qui a décidé il y a très longtemps, qui a décidé d'utiliser de rajouter un champ en fait pour pouvoir y stocker des informations sur le numéro de bâtiment d'un employé, de leur employé, numéro de téléphone, numéro de bureau, etc. Donc des informations hyper ciblées et qui ne concernaient que cette entreprise, l'entreprise GECOS. Mais on parle d'une époque, où il y avait très très peu de systèmes dans le monde, donc voilà, ils se permettaient des choses, et donc on a conservé cette historique-là, donc c'est juste un champ d'information qu'on utilise pour y mettre un peu ce qu'on veut, et quand on a plusieurs valeurs à l'intérieur, elles sont souvent séparées par des virgules. Mais on va considérer qu'il n'y a rien, pour nous c'est vraiment pas intéressant. Ensuite, on a le champ Home Directory qui va contenir le chemin dans lequel vous vous retrouvez quand vous vous connectez. Et enfin, le dernier champ qui est le shell d'accueil. Souvent, pour vous, ça sera bin bash. Mais on peut y trouver d'autres valeurs, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus loin. Exemple maintenant de fichier ETC shadow, alors vous voyez que c'est un petit peu plus touffu, il y a un petit peu plus de choses dedans, alors plus de choses, peut-être pas plus de choses, mais avec des champs, avec des grandes valeurs un peu bizarroïdes. La structure de ce fichier ETC shadow est la suivante. Premier champ, eh bien on trouve le login. Alors il faut savoir qu'il y a autant de lignes dans ETC password que dans ETC shadow. Il y a une relation entre une ligne de ETC password doit correspondre à une ligne de ETC shadow. Donc le lien se fait par le login justement, donc on va trouver le login de l'utilisateur. Ensuite on va avoir le mot de passe, et le mot de passe dans une forme encodée. Donc ça c'est un champ assez long. Puis on va trouver un champ qui va contenir le nombre de jours depuis le changement de mot de passe. La dernière fois qu'on a changé de mot de passe, on va avoir le nombre de jours écoulés depuis cette modification, la dernière modification de mot de passe pour cet utilisateur-là. Ensuite, on va avoir le nombre de jours avant un rechangement possible de mot de passe, c'est-à-dire que le mot de passe ne peut pas être changé tant qu'il ne s'est pas écoulé ce nombre de jours-là depuis le dernier changement de mot de passe. Ensuite, on va trouver le nombre de jours, alors je me rends compte que j'ai dit une bêtise, dans le nombre de jours depuis le changement de mot de passe, c'est le numéro du jour par rapport à une date de référence depuis, c'est pas le numéro du jour où on a effectué le changement de mot de passe. C'est ça qu'il faut comprendre, et non pas le nombre de jours. Parce que bien évidemment, le nombre de jours, il évolue, chaque jour ça évolue, alors que ce fichier-là, il est pas changé. Donc c'est le numéro du jour, donc par rapport à une date de référence, et on va parler de la date de référence, on va expliquer quelle est la date de référence, d'accord? Donc c'est le nombre de jours écoulés depuis cette date de référence. Donc il s'est écoulé 17 785 jours depuis cette date de référence. Donc il s'est écoulé 17 785 jours depuis cette date de référence. Donc il s'est écoulé 17 785 jours depuis cette date de référence. Donc il s'est écoulé 17 785 jours depuis cette date de référence. Donc il s'est écoulé 17 785 jours depuis cette date de référence.
le jour où on a changé le mot de passe. Ensuite, on a donc le nombre de jours qu'il faut attendre avant de pouvoir rechanger le mot de passe. Donc l'utilisateur ne pourra pas rechanger de mot de passe tant qu'il ne se sera pas écoulé ce nombre de jours-là. Parfois c'est une sécurité qu'on ajoute, que l'administrateur ajoute pour dire je veux pas que mes utilisateurs changent de mot de passe comme ça à tout va. Je veux leur imposer par exemple au minimum 7 jours avant qu'ils puissent rechanger le mot de passe. Ensuite on a le nombre de jours. Alors là, c'est des nombres de jours, par contre, hein. En vert, c'était le numéro du jour, les autres valeurs, c'est le nombre de jours. Nombre de jours avant l'obligation de changer de mot de passe. Cette fois-ci, on va imposer que, par rapport au numéro du jour, là, qui est en vert, on va imposer que, si c'est écoulé ce nombre de jours-là, on va imposer le changement de mot de passe à l'utilisateur. Ensuite, la valeur qui suit, c'est le nombre de jours d'alerte pour changer le changement de mot de passe. C'est-à-dire que on va alerter l'utilisateur qui va devoir changer son mot de passe. Et enfin, l'avant-dernier champ, c'est le nombre de jours avant l'expiration si le changement de mot de passe n'a pas été effectué. Donc on va accorder une période un délai supplémentaire pour changer de mot de passe, c'est-à-dire qu'on va lui imposer par exemple de changer de mot de passe au bout de 30 jours, mais on va lui accorder 7 jours, par exemple, pour changer de mot de passe. Si jamais il n'atteint pas il ne change pas son mot de passe dans le délai, le compte sera verrouillé. Et le dernier champ, c'est la date d'expiration si le nombre de jours a été dépassé. Donc on va interdire la connexion à l'utilisateur à ce moment-là. Venons-en sur la méthode de calcul des dates Unix. Je vous ai parlé d'une date de référence. Les dates Unix sont calculées en deux manières de calcul. Soit en secondes écoulées depuis une date de référence, soit en nombre de jours écoulés depuis cette même date de référence. On a vu que tout à l'heure, dans le fichier ETC password, ETC shadow, pardon, on avait un nombre de jours et non pas un nombre de secondes. Donc, mais c'est toujours par rapport à une date de référence. Alors, une date de référence, mais quelle date de référence? On peut trouver plein de dates de référence. Nous, on a une date de référence sur notre calendrier qu'on utilise tous les jours, qui est, on dit, une date après Jésus-Christ ou avant Jésus-Christ. Donc c'est la date de naissance de Jésus-Christ, c'est notre, dans le monde occidental, c'est notre date de référence. Mais d'autres calendriers utilisent d'autres dates de référence, et en informatique, on a encore d'autres dates de référence, et la date de référence s'appelle généralement epoch, ça signifie l'ère en anglais, donc c'est le terme, le nom qu'on donne à cette date de référence, mais epoch, il y en a plein d'époques différentes en fonction des logiciels ou des systèmes qu'on utilise. Sous Unix, Unix fixe l'époque au 1er janvier 1970 à 0 heure temps universel, UTC. Parce qu'on se rappelle que Unix a été créé en toute première version en août 1969, mais ça a été réécrit, et c'est qu'en 70 qu'on a vu apparaître la première version vraiment utilisable d'Unix. Donc Unix a fixé sa date de référence au 1er janvier 1970 à 0 heure. Tout ce qui découle de ça, c'est le nombre de secondes écoulées depuis cette date de référence. Et donc la date d'expiration, c'est-à-dire le dernier champ du fichier ETC shadow, c'est donc un nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1970. D'autres OS, ou même d'autres logiciels, je l'ai évoqué, fixent une date de référence pour l'époque qui est différente. Par exemple Windows, à partir de la version NT de Windows, et toutes les suivantes, c'est-à-dire les versions que vous utilisez vous aujourd'hui de Windows, eh bien sa date de référence est le 1er janvier 1601. Alors on va trouver beaucoup du 1er janvier quelque chose, hein. Donc là c'est 1601 qui a été choisi. Bon, me demandez pas pourquoi 1601, bien évidemment Windows n'existait pas à cette époque-là, mais c'est le choix qu'ils ont fait. On se rappellera quand même que c'est pas parce que les ordinateurs, enfin en question, le système en question n'existait pas à cette époque-là que il n'a pas besoin de stocker des informations datant de cette époque-là. On peut très bien stocker des dates de naissance de personnages, par exemple. Donc il faut quand même qu'on puisse utiliser des dates, même si le système lui-même, évidemment, n'a pas de fichier qui date de cette époque-là.
de date de création de fichiers notamment. FAT16, FAT32, ce qui est utilisé pour les clés USB notamment, a fixé au 1er janvier 1980, puisqu'en fait MS-DOS est arrivé après, en 1980 ou 81, donc c'est cette date-là qui a été fixée comme date de référence, date de départ. Excel, un peu bizarre, il utilise le 30 décembre 1899. Alors c'est déjà bizarre pour la notion de 1899, pourquoi pas 1900, pourquoi pas 1901. Bon, mais encore plus bizarre, c'est le 30 décembre et pas le 31 décembre. On pourrait te dire, mais pourquoi aller prendre, non pas le dernier jour de l'année 1899, mais l'avant-dernier jour de 1899 ? Eh bien, ça c'est issu d'un bug qui est un petit peu rigolo, à connaître en tout cas, pourquoi. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais expliquer. Pour ceux que ça intéresse pas, vous allez être forcés d'écouter. Mais bon, ça peut être une anecdote intéressante à raconter éventuellement. C'est qu'en fait, Excel est un tableur. C'est pas le premier tableur qui existait. Il y a eu d'autres tableurs avant, et le tout premier tableur, en tout cas, le premier qui a vraiment eu une activité commerciale, on va dire, c'est un logiciel qui s'appelait, parce qu'aujourd'hui il n'existe plus, Lotus 1.2.3, c'était le premier tableur, qui est en fait l'ancêtre de tous les autres tableurs. Tous les autres tableurs n'ont fait que décliner l'idée originelle que Lotus 1.2.3 a apporté au monde du tableur, au monde du logiciel, on va dire. Lotus 1.2.3, il avait établi sa date de départ au 31 décembre 1899, et il faut savoir que les années bissextiles, donc les années qui comptent un 29 février, sont les années qui sont divisibles par 4. Oui, sauf qu'il y a des exceptions. C'est pour les siècles, les siècles, donc les années, ce qu'on appelle les années séculaires, donc 2000 par exemple, 1900, sont des années séculaires, n'ont pas de 29 février, si elles ne sont pas divisibles, non pas par 4, mais par 400. C'est-à-dire que 2000 est divisible par 400, donc 2000 avait bien un 29 février, mais 1900, bien qu'il est divisible par 4, n'étant pas divisible par 400, n'avait pas de 29 février. Donc on avait 1896 bissextile, 1904 bissextile, et il s'est passé 8 années sans année bissextile entre 1896 et 1904. Ce qui est assez exceptionnel, puisque la plupart du temps, il s'écoule 4 années seulement. Et cette chose-là, soit il l'avait zappé, soit il le savait pas, mais les développeurs de Lotus 1.2.3 se sont retrouvés, après avoir sorti sur le marché leur logiciel, ils se sont rendus compte qu'il y avait un bug. C'est-à-dire qu'ils avaient compté le 29 février de l'année 1900. Donc tout ce qui était postérieur à 1900 était bien compté, mais tout ce qui était entre le 1er janvier 1900 et le 28 février 1900, était en décalage d'un jour, parce qu'ils avaient compté un jour de trop. Plutôt que de corriger le bug et de ressortir une nouvelle version, comme le logiciel avait déjà été envoyé sur le marché, vendu, ils ont tout simplement rectifié la chose en disant on va pas changer, on va pas risquer de casser ce que les gens ont mis dans leur feuille de calcul, on va juste rectifier dans les prochaines versions de notre logiciel, et la date de départ ne sera plus le 31 décembre, dernier jour de 1899, mais le 30 décembre, l'avant-dernier jour, pour compenser ce petit bug. Et vous allez vous dire, pourquoi Excel, il a plongé dedans alors qu'on connaissait ce bug-là? Oui, mais il fallait que les logiciels, et Excel, pas le seul, il y avait il y a Multiplan, par exemple, qui est un autre tableur, un ancien tableur. Tous les autres tableurs ont dit, on va garder une compatibilité avec l'ancêtre originel, pour pas, si on passe des feuilles de calcul d'un logiciel à un autre, pour pas risquer d'avoir des erreurs de calcul, on va tous utiliser cette technique-là de dire, on va reculer d'un jour l'époque pour notre logiciel, donc on va tous mettre d'un commun accord au 30 décembre 1899. Donc voilà, c'est pour la petite histoire, le petit clin d'œil à ce bug historique. Sur les systèmes 32 bits, un entier signé peut prendre 2 puissance. Alors,
signé, l'entier signé, 2 puissance 31, vous allez demander pourquoi on parle d'entier signé et pas d'entier non signé. Parce que parfois on peut avoir besoin aussi d'exprimer des dates négatives. Donc un entier signé, c'est 2 puissance 31, 31 enfin la valeur maximale en entier signé, c'est 2 puissance 31, c'est-à-dire 2 147 483 647. Et je rappelle qu'on parle dans nombre de secondes écoulées depuis une date de référence. C'est-à-dire que ça représente, en nombre de secondes, à peu près 68 ans et 1 mois par rapport à la date, par rapport à l'époque. Alors, quand on était dans les années 70, on était bien loin de penser que, éventuellement, notre système, il allait continuer à fonctionner dans les années 2000, 2020, 2030, 2040. Et il se trouve que, sur un système Unix 32 bits, eh bien, si on compte en nombre de secondes écoulées, le 19 janvier 2038 à 4h, 14 minutes et 7 secondes, on arrivera à la dernière seconde, à la valeur maximale du nombre de secondes écoulées par rapport à l'époque, et que, je dis, ça va être la fin du monde. Pourquoi ? Parce que à la seconde suivante, on va repartir, dans le passé, 68 ans en arrière, mais pas 68 ans en arrière par rapport à maintenant, 68 ans par rapport à l'époque, au 1er janvier 1970, c'est-à-dire on va quasiment retourner en 1902 ou en 1903. Donc ça, bien évidemment, ça pose problème. Heureusement, aujourd'hui, les systèmes Unix sont passés aux 64 bits, pour la plupart d'entre eux, sauf peut-être certains Unix qui commencent à dater un petit peu, ou certains systèmes qui commencent à dater un petit peu, mais je rappelle que le problème apparaîtra en 2038, donc c'est encore dans un bon paquet d'années. On sera tous très certainement passés aux 64 bits d'ici là, et là, on repousse la fin du monde à 292 milliards d'années par rapport à l'époque, et je rappelle que l'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Ça nous laisse quand même un tout petit peu de marge. Bien, alors on a parlé d'un ETC password qui était lisible par tous au début et que ça posait problème. C'est pour ça qu'on avait introduit le ETC Shadow pour y stocker des mots de passe. Mais pour quelle raison ce fichier est-il finalement lisible par tous ? C'est un fichier système. Si on fait un ls-l de ETC password de ETC Shadow, on voit les droits sur le ETC password. On a bien des read-write pour root, on a bien des reads pour le groupe root et des reads pour les others. Les others dont on fait tous partie en tant que non-administrateur non-root. Donc on voit bien qu'on a des droits de lecture dessus, et l'ETC Shadow, lui, il a des droits de lecture-écriture pour root, des droits de lecture seul pour Shadow, qui est un groupe d'administrateurs, hein, donc vous n'en faites très certainement pas partie, et rien du tout pour les autres. C'est ça qui permet justement, puisque le mot de passe est stocké dans ETC Shadow, de s'assurer qu'il est bien au chaud, et que personne ne peut venir voir votre mot de passe, même s'il est encodé, on sait jamais. Alors, pourquoi est-il lisible par tous, ce fichier ETC Password ? Eh bien, parce qu'il y a une relation entre les ID, les user ID, donc des objets, des fichiers et des dossiers, et les noms des utilisateurs. Un fichier appartient à un utilisateur, mais l'information n'est pas stockée sous forme du nom de l'utilisateur, elle est stockée sous forme de son user ID. Mais quand on fait un ls-l dans la commande ls, eh bien, on demande d'afficher, non pas les user ID. Alors, si on fait un ls-l-n, on demande la version numérique. Donc, on va afficher bien les ID. Donc là, pas de problème. On pourrait se passer de ETC Password, puisque on a l'ID qui est stocké directement avec avec le fichier, en fait, on a l'ID correspondant à l'utilisateur qui est stocké en même temps que l'information du fichier. Donc 1020, très bien, ça affiche 1020, ça affiche 1020. Mais si on fait un ls-l sans la version numérique, on a besoin la commande va avoir besoin de transformer ce 1020 en quelque chose de lisible pour nous, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur. Et il se trouve que 1020 c'est Laura par exemple, et le groupe 1000 c'est le groupe enseignant. Eh bien, la commande ls, qui est exécutée sous notre identité, quand on fait un ls-l, eh bien ça veut dire que nous, à travers la commande ls-l, on va avoir besoin de lire dans le fichier ETC Password, puisque c'est dans le fichier ETC Password que se trouve la correspondance, que 1020 c'est égal à Laura. Donc, la commande ls-l a besoin, pour nous qui l'exécutons, a besoin d'accéder au fichier ETC Password, et comme elle s'exécute pour nous, elle s'exécute avec notre identité. Donc nous avons besoin d'avoir un droit de lecture, et c'est un droit qui est obtenu parce que dans la partie
author, on a bien un R pour pouvoir donner un droit de lecture au fichier etc password. Parlons maintenant de la création d'un utilisateur. Donc un utilisateur a besoin de quoi? Il a besoin d'une ligne dans etc password, il a besoin d'une ligne dans etc shadow, et il a besoin d'un home directory. Alors on pourrait créer tout ceci à la main, par contre il faut s'y connaître. Hein. Le home doit avoir certains droits, il doit appartenir à l'utilisateur, à son groupe principal, bref il y a des choses à faire. Et seul un administrateur peut créer des utilisateurs. Donc si on voulait le faire à la main, bon, il faut bien maîtriser un peu tout ça, savoir où créer le dossier, quels droits lui donner, les droits, les propriétaires, etc. Il existe heureusement 2 commandes qui peuvent s'occuper de tout ça. Il y a le user-add et le add-user. Vous allez me dire, waouh, super, on a 2 commandes qui portent des noms similaires, mais je vais utiliser laquelle? Eh bien, il faut utiliser la version add-user, qui est une version plus conviviale et qui est interactive. Le user-add va fonctionner, mais il pose pas de questions, et il fait des choses beaucoup plus basiques. Donc, vous avez possibilité d'avoir tout un tas d'options. Vous faites un man de add-user ou de user-add, ou éventuellement vous faites un add-user ou un user-add avec un --help comme option pour avoir des informations détaillées sur les options respectives des deux commandes. Exemple, avec un add-user Nico, et on va avoir des affichages, différents affichages, il va nous expliquer ce qu'il est en train de faire, comme quoi il rajoute l'utilisateur Nico, qui rajoute un groupe Nico, pour cet utilisateur, donc chaque utilisateur a son propre groupe à lui, où il est seul dans son groupe. Ça a l'avantage qu'on va pouvoir rajouter d'autres utilisateurs après dans son groupe d'utilisateurs pour donner certains droits si on veut, mais par défaut, il crée un groupe, un utilisateur égale un groupe à lui tout seul. Donc il va se créer un groupe, il va rajouter notre utilisateur à son groupe, et il va créer le home directory, et puis il va y mettre déjà des fichiers, des fichiers par défaut dedans pour vous préparer l'environnement, qu'on soit prêt à utiliser. Il va vous mettre un bash RC, il va vous mettre tout un tas de fichiers de config, tout propre, ce qui fait que quand vous allez vous connecter, vous êtes déjà dans un environnement qui est déjà utilisable. Et à la fin de ça, là, on va rentrer en mode interactif, il va vous demander un password, un mot de passe. Et le mot de passe, donc vous allez devoir taper votre mot de passe et une confirmation de mot de passe. Donc le mot de passe, vous le tapez, et confirmation de mot de passe, et vous retapez le mot de passe. Le mot de passe, on verra un petit peu plus loin dans le CM, doit répondre à certaines exigences en termes de complexité. On a aussi la possibilité de prendre le contrôle sur certaines options. Par exemple, je vous en mets un certain nombre ici, le --guide pour le groupe ID, pour dire je veux choisir le groupe d'appartenance. C'est-à-dire je veux pas forcément le mettre comme groupe principal dans le groupe qui va créer pour moi. Je veux spécifier un autre groupe comme groupe d'appartenance. Le user ID, on peut aussi forcer, dire je veux pas que tu me choisisses un user ID au hasard. Alors c'est pas au hasard, il va prendre le user ID, le max qu'il trouve, et il va rajouter 1. Mais si on veut lui donner un user ID très particulier, eh bien on peut forcer ça en lui donnant un user ID. Alors, on choisit un user ID qui n'existe pas déjà, bien évidemment. Le no create home, et on lui dit de ne pas créer le répertoire home, donc il ne va pas créer le répertoire home et tout ce qu'il contient. Il n'y aura pas de répertoire home, donc l'utilisateur n'aura pas de home directory. Alors il faut toujours mettre un home directory, mais ce sera un home directory par exemple /tmp. C'est un peu particulier, c'est assez rare qu'on fasse ça, mais ça peut arriver de créer un utilisateur qui n'a pas vraiment de home directory. --shell, on peut choisir le shell de login. Par défaut, ça sera binbash, la plupart du temps, mais on peut lui choisir un autre shell. Il existe d'autres shells qui existent, on peut lui forcer cet autre shell. Le --home, ça permet de choisir le répertoire home qu'on souhaite justement. Si on dit le no create home, il faut quand même qu'on spécifie un autre home. Mais on peut avoir quand même la création d'un home directory et lui spécifier un autre chemin que les chemins par défaut qui sont généralement /home ou /user ou /user-etu ou ce genre de choses. Et le --disable login, ça empêche toute connexion, c'est-à-dire que ça crée l'utilisateur, mais l'utilisateur ne pourra pas se connecter. Ça peut être utile parce que, par exemple, vous n'avez pas encore signé votre inscription, eh bien, votre compte existe, parce qu'on a créé tous les comptes, mais il est désactivé, vous ne pouvez pas encore vous connecter. Exemple 2, avec user-add, cette fois-ci, au lieu que ce soit add-user, c'est user-add, avec user-add Laura, ça va créer
la même chose, une ligne dans ETC Password, une ligne dans ETC Shadow, mais ça va vous créer aucun Home Directory, pas de groupe dédié, il n'y a aucune interaction, il vous demandera même pas un mot de passe. Donc ça va créer l'utilisateur et il faudra derrière, j'ai un doute sur le fait que ça crée pas de mot de passe, mais il me semble que ça demande pas de mot de passe. En tout cas, voilà, il va faire vraiment le strict minimum au niveau du boulot et vous avez quand même des actions supplémentaires que vous pouvez spécifier. Donc là j'ai pas, je crois que j'avais des actions supplémentaires, donc il suffit d'aller dans le manuel voir les actions supplémentaires qu'on peut utiliser. Mais privilégiez plutôt le add user. Le user add est bien quand on veut scripter, on veut un truc qui soit sans interaction, donc effectivement c'est sans interaction, donc je confirme bien qu'il n'y aura pas de demande de mot de passe. Il faudra utiliser une autre commande pour affecter un mot de passe, donc le mot de passe sera désactivé, c'est pas qu'il n'y aura pas de mot de passe, il y aura un mot de passe inutilisable, c'est-à-dire qui correspond à rien du tout, donc on ne pourra pas se connecter. Ça c'est pratique le user add quand on veut scripter, c'est-à-dire qu'il n'y a personne devant l'écran, on veut lancer un script automatique pour créer un compte utilisateur. Donc, mais c'est quand même plutôt rare qu'on utilise ça de cette manière-là. La suppression d'un utilisateur maintenant. Pour supprimer un utilisateur, eh bien il faut que la commande elle supprime une ligne dans ETC Password, une ligne dans ETC Shadow, et elle peut éventuellement supprimer le home et supprimer les fichiers. Donc elle supprime à coup sûr la ligne dans ETC Password dans ETC Shadow. Et on peut avoir la suppression d'autres, avoir des choses plus complètes. Éventuellement ça peut se faire à la main, mais pareil, ça demande quand même une petite maîtrise. Et on a deux commandes, tout comme on avait add user et user add, on a user del et del user pour effectuer cette action. Mais par sécurité, ces deux commandes, telles quelles, ne font qu'une seule chose quand on ne spécifie pas d'option, elles vont juste supprimer les lignes dans ETC Shadow et ETC Password. Donc c'est un moindre mal parce que si on a fait une erreur, on peut les recréer, c'est pas très compliqué d'aller recréer ces deux lignes-là, quand on connaît un petit peu le système, quand on est administrateur, on est capable de les recréer. Donc par défaut, ça fait pas trop de casse au système. Tout ce qui est le Home Directory et les fichiers qui sont dedans, ça reste en l'état, ça reste présent. Évidemment, c'est plus rattaché à un vrai utilisateur, parce qu'il n'y a plus les lignes dans ETC Password, ETC Shadow, mais les fichiers sont quand même toujours présents, et puis quand on fait un ls-l, eh bien, ça doit être marqué unknown, je crois, sur le nom du propriétaire. Exemple, del user Greg, eh ben ça va supprimer l'utilisateur Greg, et on peut utiliser des options supplémentaires, comme le -- remove home, ça va supprimer le home directory. Attention, warning, on commence déjà à taper sur des options, là, qui ont quand même un effet... faut bien réfléchir avant de faire ça. Ça va vraiment supprimer le home et tous les fichiers qui sont dedans. Le remove all files, ça va supprimer tous les fichiers qui sont possédés par l'utilisateur ciblé. Alors là, par contre, c'est pas que dans le home, hein, c'est partout dans le système. Donc à chaque fois qu'il y a un fichier qui appartient à l'utilisateur en question, eh bien il est supprimé. Donc c'est loin d'être anodin. Et on peut aussi utiliser une option supplémentaire, -backup et -backup to, qui permet d'effectuer une sauvegarde préalable, donc dans un fichier tar zippé, enfin tar.bz2, c'est une archive zippée, donc qui prend moins de place. Tous les fichiers qui vont être supprimés, enfin supprimés ou pas supprimés, mais on peut faire un backup de tous ces fichiers-là dans une grosse archive. Par contre, ça va prendre de la place, hein, bien évidemment, mais ça peut être une sécurité qu'on va supprimer un utilisateur. Règle d'or, supprimer un utilisateur, donc n'est jamais anodin, c'est ce que je viens de dire. Donc, quand on décide de supprimer ces fichiers et son home directory, c'est extrêmement dangereux. Donc on vérifie toujours avant ce qui va être supprimé, éventuellement avec un petit find, ça peut être pratique. Exemple de vérification de suppression, find /, donc on va rechercher à partir du home directory, à partir de la racine, -user, et le user peut être indiqué avec son nom ou avec son ID. Donc on fait un -user avec son ID ou son nom, de supérieur à dev nul, pour rediriger toutes les erreurs dans dev nul, et si la liste est trop grande, on peut la rediriger vers un fichier liste, et là on va avoir toute la liste des fichiers que Find aura trouvé qui appartiennent à cet utilisateur. Donc ça peut être bien de faire ça avant de se lancer dans un remove all files ou remove home pour vérifier qu'est-ce qu'il va y avoir comme fichiers qui vont disparaître avec notre commande del user. De toute manière, del user avec un remove, faut vraiment être sûr de son coup.
Modification d'un utilisateur. Ben, on peut modifier aussi un utilisateur qui aurait été créé avec un user mode. Alors il n'y a pas de mode user, il n'y a que user mode. Et ça peut porter sur différents attributs de l'utilisateur. Ça peut porter sur son login, on veut changer son login. Ça peut porter sur son user ID. Donc là c'est un peu plus délicat le user ID. Sur son home directory, on peut faire un "-home" pour changer son home directory ou move home pour déplacer le home directory ailleurs. Son group ID ou son shell, changer son shell de connexion, remplacer un bin bash par un bin sh ou par un bin zsh par exemple, on peut changer son shell. Bon, ce genre d'action, souvent on a plus vite fait d'aller directement modifier en tant qu'administrateur, bien évidemment il faut être administrateur pour faire toutes ces choses-là, d'aller modifier le ETC password ou le ETC shadow. Attention, changer le user ID, ça change le propriétaire du home et de ses objets contenus. Mais par contre, ça ne va pas du tout changer le propriétaire des autres objets qui ne sont pas dans le home. Donc si on change le user ID, tout ce qui est dans le home directory et dans tous les objets du home directory, on va changer le user ID. Donc si c'est le user ID 1020 et qu'on choisit que ça devienne 1030, tous ces objets vont être changés en 1030. Mais si on a des fichiers ailleurs que dans le home directory, ça ne va pas être impacté. Donc, faut faire attention à ça, parce que ça peut engendrer des failles de sécurité si c'est pas bien géré. De toute manière, un administrateur doit être au courant de ce genre de choses. C'est vraiment pas quelque chose qu'on fait très souvent. Personnellement, j'ai jamais fait ce genre de choses, ou je m'en rappelle pas. C'est vraiment très exceptionnel, mais bon, ça peut arriver. Par contre, changer le login, ça n'a pas d'impact sur le propriétaire du home ni de ses fichiers. Changer le login, c'est le user ID qui importe. C'est-à-dire les fichiers appartiennent à un user ID. Ils appartiennent pas à un login, ils appartiennent pas à un nom d'utilisateur. C'est juste, le nom est juste une commodité visuelle, c'est-à-dire que le user ID, tel fichier appartient au user ID 1020, et il se trouve que 1020 c'est Toto. Mais si on change Toto en Tutu, ou en Lulu, eh bien, ça sera toujours 1020. Simplement, c'est Toto s'appelle Lulu maintenant. Mais ça n'impacte pas du tout en termes de sécurité, il n'y a rien qui change. C'est une simple commodité visuelle, plutôt que d'afficher des user ID, qu'on affiche des noms d'utilisateurs plus parlants. Accès à un compte. Alors, quelles sont les conditions qui vous permettent d'accéder à un compte, à votre compte ou le compte d'une autre personne? Eh bien, il faut déjà connaître le mot de passe. Ça, c'est indispensable. D'avoir un mot de passe qui est non expiré et d'avoir un shell de connexion associé. Si on n'a pas de shell de connexion, même si on connaît le mot de passe, on ne pourra pas se connecter. Ça m'amène à parler de comment peut-on verrouiller l'accès à un compte. Eh bien, pour verrouiller l'accès à un compte, il suffit d'invalider l'une ou plusieurs de ces conditions d'accès. C'est-à-dire, on va changer de mot de passe, ça permet d'invalider l'accès, d'empêcher l'accès à un compte, puisqu'il faut connaître le mot de passe. Ou alors, on peut placer une date d'expiration qui est dans le passé, donc auquel cas on ne pourra plus se connecter, puisque la date d'expiration est dans le passé. Ça permet de rien toucher au mot de passe, ça permet aussi notamment, si on ne connaît pas le mot de passe, en tant qu'administrateur, on peut changer le mot de passe sans avoir besoin de connaître l'ancien mot de passe. Donc, mais ça peut être embêtant si on souhaite verrouiller l'accès au compte temporairement. On va pas changer le mot de passe de l'utilisateur si c'est pour dans 3 heures lui redonner un accès à son compte parce qu'il aura on peut lui empêcher son accès parce que par exemple l'étudiant n'a pas signé sa charte de l'étudiant ou n'a pas payé ses droits d'inscription, auquel cas vous n'avez pas accès à votre compte, mais on va pas changer le mot de passe, on va juste mettre une date d'expiration dans le passé. Par exemple, donc comme ça on touche pas au mot de passe. Donc ça peut être une deuxième possibilité, ou retirer ou remplacer le shell de connexion par un autre shell qui empêche la connexion. Et ces actions peuvent se faire avec un user mode aussi. On peut donc opérer manuellement, ça c'est une autre possibilité, sur ETC Password ou ETC Shadow. Pour changer le mot de passe, on peut changer donc ça avec la commande. Alors quand je dis d'opérer manuellement, c'est pas modifier les fichiers, c'est d'avoir une action à l'aide d'une commande. La commande password qu'on va voir plus loin permet de changer le mot de passe associé à un compte. Et ça permet de le faire. Enfin, on va le voir un petit peu plus tard, donc je vais pas rentrer dans les détails. La date d'expiration, on peut mettre 0. Alors pour le coup,
Là, on modifie directement manuellement les fichiers etc password et etc shadow. Donc c'est le 8e champ de etc shadow, on peut mettre un 0 en date d'expiration, ce qui revient à dire ça expire, le compte expire au 1er janvier 1970, l'époque. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se connecter, puisqu'on bien évidemment, on a dépassé cette date depuis bien longtemps. Ou on peut changer le 7e champ dans etc password en mettant un bin false. Le 7e champ, c'est le champ du shell. Et en mettant un faux shell, bin false, c'est une commande qui fait rien. Elle retourne juste 0, enfin moins 1, je crois, pour dire la commande s'est mal passée. Donc elle s'exécute, elle se déconnecte tout de suite. Donc c'est pas un shell, donc on peut pas se connecter. Donc c'est une astuce qui est utilisée, bin false, assez fréquemment pour invalider l'accès à un compte. Pour changer de mot de passe, justement, on va en parler, les mots de passe sont codés et sont stockés dans les fichiers etc, dans le fichier etc shadow. On l'a expliqué précédemment. Pour changer un mot de passe, il faut utiliser la commande password, passwd, et elle porte le même nom que le fichier etc passwd, justement, parce qu'elle permettait de modifier le fichier etc password historiquement. Mais ce fichier n'est plus utilisé, c'est le fichier etc shadow. Il se trouve que ce fichier, eh bien, quand on va utiliser la commande passwd, n'importe qui peut changer son mot de passe en utilisant la commande passwd. Eh bien, ce fichier-là, il va falloir que la commande passwd change le mot de passe. Dans quel fichier? Dans le fichier etc shadow. Il se trouve qu'on n'a pas le droit de modifier le fichier etc shadow. On l'a vu précédemment. Voici un exemple de comment se passe la commande, et on va expliquer comment on peut modifier ce fichier etc shadow, alors qu'en principe, on n'a pas les droits d'écriture dessus. C'est un peu bizarre. Donc la commande passwd, voici comment elle se présente. Passwd, ça cible votre utilisateur courant. Ça va vous demander de saisir le mot de passe actuel, current password. Donc le mot de passe qui est actuellement placé sur ce compte-là. C'est une sécurité. Vous tapez votre mot de passe et ensuite ça va vous demander le nouveau mot de passe et de retaper le nouveau mot de passe pour au final vous dire que votre mot de passe a été modifié. Donc ça c'est une sécurité de demander le mot de passe actuel, et le mot de passe qu'on va saisir à la place doit répondre à des règles de complexité pour pouvoir être modifiable. Exemple 2, root va pouvoir changer n'importe quel mot de passe. Enfin, je veux dire, le mot de passe de n'importe quel utilisateur, puisqu'il est root. Donc la commande va être à peu près la même, à la différence qu'il ne va pas nous demander le mot de passe actuel, parce qu'il ne le connaît pas. Principe, si je suis en tant que root, je change le mot de passe d'un utilisateur, je ne vais pas lui demander son mot de passe. Ça va à l'encontre des règles élémentaires de sécurité. Donc on ne va pas lui demander son mot de passe, et je n'ai pas besoin, parce que comme je suis root, je vais pouvoir modifier le mot de passe, et je ne suis pas non plus soumis aux règles de complexité du mot de passe. Donc je vais pouvoir mettre n'importe quel mot de passe à partir du moment où je suis root. Mais comme je suis root, que je suis administrateur, et que je suis responsable, eh ben, je ne vais pas non plus mettre des mots de passe, je ne vais pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, je sais très bien que c'est pas quelque chose qui est acceptable. Je vais revenir maintenant sur cette histoire de etc shadow, puisque les mots de passe sont stockés dans le fichier etc shadow, et que quand j'utilise la commande etc password, eh bien cette commande, sous mon identité, va modifier le fichier etc shadow, puisque c'est le etc shadow qui contient le mot de passe, et que si je change mon mot de passe, forcément, il va falloir changer le mot de passe aussi dans le fichier etc shadow. Le fichier etc shadow n'est lisible et modifiable que par root. Donc comment se fait-il que la commande password que je lance arrive à modifier le fichier etc shadow? Si je fais un VI de mon fichier etc shadow, il va me dire VI, t'as pas le droit d'accès au fichier etc shadow, parce que VI s'exécute sous mon identité. La commande password, c'est pareil. Comment peut-elle modifier? C'est quoi ce miracle? Eh bien, c'est pas du miracle, c'est de la magie, entre guillemets. Ça réside dans le fait que la commande password, passwd, que j'appelle password, permet à un utilisateur de devenir root très temporairement. C'est ce que j'appelle devenir Dieu un bref instant. Toucher Dieu du doigt. Voilà, c'est un petit peu ça, vous devenez le maître absolu du système pendant un bref instant. Juste le temps de modifier le fichier etc shadow. Alors ça c'est un peu, je dis c'est de la magie, c'est pas de la magie, mais ça peut paraître un petit peu magique quand on ne connaît pas comment ça fonctionne. Et donc je vais vous délivrer le secret du tour de passe-passe.
Je fais un petit ls-l de usrbin password, c'est la commande que je lance, password se trouve dans usrbin. Vous pouvez le faire sur vos systèmes et vous allez voir que cette commande se présente à peu près comme ça. Alors les valeurs sont peut-être sans doute pas tout à fait les mêmes, ni sur la taille ni sur la date, mais en tout cas très certainement il appartient à un root, il appartient au groupe root, donc à l'utilisateur root, au groupe root, et il se trouve que les droits doivent être à peu près ce qui s'affiche là, c'est-à-dire un read-write, et on s'attendrait à avoir un X là, pour dire bah, c'est une commande, elle est exécutable, et en fait on trouve un S pour l'utilisateur. Par contre, groupe, dans Hugo, le G et le O, c'est bien RX et RX. Il n'y a pas de W dessus, c'est normal, on ne peut pas modifier la commande. On a le droit de la lire et de l'écrire, et de l'exécuter, pardon. Mais il se trouve que pour le user, on a un S, alors qu'on devrait avoir un X là. C'est quoi ce S? Eh bien ce S comme super user, à la place du X, c'est ce qui fait toute la différence. Ce S s'appelle le droit setUID. Et il est obtenu avec la commande chmod u plus s. Alors celle-là, vous la connaissiez pas, la commande chmod, vous la connaissez. Le u plus quelque chose, vous connaissez, mais vous connaissez sur des read, write et x, sur du s, pas du tout. Eh bien, ça permet de placer donc le setUID, le flag setUID, à la place du x. Alors, il faut que le X soit positionné. Hein. S'il n'y a pas de X, ça ne marchera pas. Et l'utilité de ce flag-là, sur le user uniquement, il n'y a pas sur le groupe et sur le user. Sur les commandes qui ont ce flag-là positionné à S, ça permet à l'utilisateur qui exécute cette commande de prendre l'identité du propriétaire de la commande, donc du fichier, commande, donc le fichier password en l'occurrence, pardon, le fichier usr-bin password, je précise, donc le fichier qui contient la commande qu'on exécute. Bah, ce fichier, donc ce fichier qui contient la commande du binaire appartient à quelqu'un. On l'a vu qu'il appartenait à un root. Eh bien, quand on a le flag S qui est positionné, eh bien, on va prendre l'identité de ce propriétaire-là pour lancer la commande. Ça veut dire donc que cette commande, quand je vais la lancer, eh bien, la commande verra non pas moi comme utilisateur, mais root comme utilisateur de cette commande. Et comme c'est root, eh bien, root a le droit de modifier le fichier etc shadow, et donc la commande password va donc pouvoir modifier pour nous, mais en prenant temporairement l'identité de root, va pouvoir modifier le fichier etc shadow. En obtenant temporairement cette identité de root, et donc la possibilité de modifier le TC shadow, je donne donc à la commande password la possibilité de modifier le mot de passe. Alors bien évidemment, je ne vais pas pouvoir avec cette commande password modifier le password de n'importe qui. Il y a un mécanisme, il y a un algorithme dans la commande etc password qui permet de cibler, de modifier le fichier etc shadow, mais uniquement pour modifier le mot de passe de l'utilisateur, moi, de celui qui utilise la commande. Je vais pas pouvoir modifier le password d'un autre utilisateur. Mais après, il y a un mécanisme, il y a un algorithme dedans, la commande elle est codée de manière à quand même être sécurisée, pas faire n'importe quoi. Parce que on devient root. Donc nous, on ne sait pas qu'on devient root, qu'on devient le dieu du système, mais en fait on devient root un bref instant, le temps d'exécuter cette commande. Alors c'est évidemment extrêmement dangereux de créer des commandes en setUID. Il y a très peu de commandes qui ont cet attribut, et elles sont toujours conçues et écrites, c'est des commandes hyper basiques, elles font très peu de choses, moins on fait de choses, moins de chances de faire de mauvaises choses. Donc elles sont conçu avec un très grand soin pour éviter de créer des failles de sécurité, puisque on devient root temporairement. Donc on fait pas un setUID sur la commande VI par exemple. Ça veut dire que VI pourrait lire, puisque c'est son action de lire des fichiers, eh bien on pourrait lire n'importe quel fichier. Donc c'est bien évidemment là, c'est même plus une faille de sécurité, c'est carrément on ouvre les portes et n'importe qui peut rentrer. Parlons maintenant des groupes. On a parlé des utilisateurs. Les groupes sont stockés dans un fichier etc groupe. Ce fichier est aussi en lecture seule pour tout le monde, et il est très simple. Ce qu'il y a dedans, il contient des lignes qui sont composées du nom du groupe, du mot de passe du groupe ID et d'une liste d'utilisateurs membres de ce groupe.
un utilisateur appartient toujours à un groupe principal, c'est le 4e champ dans ETC Password. Mais il peut aussi appartenir à des groupes secondaires, et ces groupes secondaires sont spécifiés dans ce fichier ETC Group. Si j'utilise la commande ID, ça permet de savoir qui je suis, donc j'ai mon user ID, quel est mon groupe principal, groupe 1000 par exemple, et quels sont mes groupes secondaires. Et je vais trouver, en principe je trouve mes groupes secondaires, et je retrouve dans mes groupes secondaires mon groupe principal aussi. C'est en fait tous les groupes auxquels j'appartiens, groupes secondaires, et y compris mon groupe principal mis en premier. Et ces groupes secondaires sont listés dans le 4e champ du fichier ETC Group. Exemple de contenu du fichier ETC Group, donc les différents champs dont j'ai parlé. Il faut savoir que le 2e champ, le champ mot de passe, est très rarement utilisé. Je vous avoue franchement même d'avoir jamais vu l'utilisation de ce mot de passe pour un groupe. Création d'un groupe. Alors c'est assez simple de créer un groupe à la main. Il y a très peu de champs à renseigner dans le fichier ETC Group. Il faut juste faire attention à ce que qu'on affecte un groupe ID qui soit pas déjà affecté. Ça c'est très important. De pas utiliser le même groupe ID. Donc on pourrait le faire à la main, sinon il y a deux commandes, il y a le groupe add et le add group. Donc chaque commande dispose d'une série d'options, donc vous pouvez avoir dans man group add ou man add group, ou de faire un add group ou group add avec un --l pour obtenir des informations détaillées sur chacune des options qui sont disponibles. Donc exemple, add group avec un nom de groupe, et ça rajoute tout simplement dans ETC Group, ça rajoute. C'est tout ce que ça fait, ça crée une nouvelle ligne dans le ETC Group. Et je peux forcer par exemple l'affectation d'un groupe ID en mettant le --guide groupe ID avec une valeur d'un groupe ID qui n'existe pas. Pour supprimer un groupe, c'est tout aussi simple, c'est avec del group. Et vous faites del group et le nom du groupe. Donc ça supprime la ligne dans ETC Group. Et on a un exemple d'option, qui est le --only if empty. Ça ne supprimera le groupe que s'il n'a aucun membre de spécifié. C'est-à-dire qu'aucun utilisateur n'a ce groupe comme groupe secondaire. Donc ça, c'est une option qu'on peut utiliser. Comme pour modifier un utilisateur, on peut changer le nom d'un groupe sans aucun impact sur les propriétaires des fichiers, puisqu'on va juste changer la relation entre le groupe ID et le nom. Donc c'est une commodité visuelle. Ce qui importe, c'est le groupe ID. C'est ça qu'on a dans les noms dans les fichiers. Ça appartient à un user ID et à un groupe ID. Exemple pour modifier, groupe ID --guide. Donc groupe ID numéro, et on spécifie donc le nom du groupe qu'on veut cibler. Ça va changer le groupe ID. Donc là par contre, changer le groupe ID, ça a un impact qui est différent de juste changer le nom de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur, le nom du groupe. Pour changer le nom du groupe, on fait un groupe mode --new name, on met le nom du groupe qu'on veut mettre et quel est l'ancien nom qu'il portait. Voilà, donc ça termine notre CM sur les utilisateurs et sur les groupes, et on se retrouve bientôt pour voir quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on vient de voir aujourd'hui.